voilà, monsieur, mesdames, quand on fait la comptabilité, nous arrivons à la 9e édition de Entre guillemets. Et pour ce soir, un stratégiste, une personnalité rompue en matière de diplomatie, ce sont les deux invités que nous aurons ce soir et c'est avec eux que nous allons ouvrir et fermer les guillemets au cours de ce programme. Deux invités de marque, Al Kitenge, un stratégiste, Léonard Okitundu, sénateur, ancien ministre des Affaires étrangères, ambassadeur itinérant, ancien directeur du cabinet du chef de l'État. Donc c'est avec eux que nous allons échanger. Léonard Okitundu, pourquoi le Congo ne s'en sort pas? Y a-t-il motif d'espoir avec le gouvernement qui s'est comme installé dans le conflit de l'Est au Congo? Al Kitenge, comment faire? Par où commencer? Quels sont les objectifs en vue? On veut tous aller, comme on dit, vers la modernité, mais il faudrait qu'on parte de quelque part. Ouvrons le jeu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Léonard Okitundu. Est-ce que vous pouvez nous dire, après New York, on fait quoi pour s'en sortir par rapport à la situation qui prévaut dans la partie est du pays? Moi, je pense que New York, c'est une étape. Parce que, comme vous savez, pour moi, ça c'est mon analyse personnelle, il n'y a pas de solution militaire à l'Est. À partir du moment où il y a une implication externe qui vient d'être prouvée par la commission d'experts des Nations Unies. À partir de ce moment-là, les aspects diplomatiques exigent qu'il y ait une solution diplomatique. C'est pour cette raison que ce qui s'est passé à New York, c'était, à mon avis, véritablement une première prise de contact après les rapports des Nations Unies. Que Kagame ait claqué la porte, qu'il soit parti, n'ait pas voulu signer la déclaration finale. Il ne faut pas en faire, je vais dire, une grande... considérer ça comme un véritable échec. Mais c'est une étape, parce qu'en diplomatie, chaque échelon dans la discussion peut être considéré positivement. Donc moi je suis optimiste parce que, comme vous savez, ce qui vient de se passer maintenant avec ces rapports d'experts, c'est une grande révolution parce que c'est la première fois que Kigali est mis au pied du mur. C'est-à-dire aujourd'hui, l'ensemble de la communauté internationale reconnaît que si le M23 existe, c'est grâce à l'appui décisif apporté par Kigali. Voilà, on pourra peut-être revenir et creuser la question de manière un peu plus appropriée, mais peut-être que déjà avec M. Kitenge, on pourrait prendre son avis pour qu'il puisse nous donner une certaine lecture de la manière dont ça s'est terminé avec le président Kagame quand il claque la porte, comme on le reprend dans la presse, et qui s'en va en refusant de signer. C'est un signe d'énervement, un signe d'un homme qui est à court d'arguments et qui ne peut pas affronter les autres. De mon point de vue, c'est positif pour le Congo, mais après, il faut capitaliser. Je pense simplement que la crise à l'Est est en train d'aller vers la fin. Très rapidement, on va terminer cette crise. Il nous reste des mini-crises à l'intérieur. Vous savez, nous avons une quarantaine de groupes armés dans le pays. Je pense que la chose la plus importante, et les bureaux de stratégie du gouvernement doivent être en train de travailler sur, l'analyse des causes de base. Pourquoi nous en sommes arrivés là? Ok, très bien, mais moi je vais vous reprendre autrement en vous posant la question de savoir, vous, cette crise, vous la prenez à partir de quand? Et vous la circonscrivez de quelle manière? C'est une crise à essence purement économique. La lecture transparente montre clairement que nous sommes le vase d'expansion par nature pour le Rwanda, le Burundi et tous les autres petits pays qui sont autour de nous. Il nous a manqué au moment opportun de leur donner l'opportunité au Congo, dans notre ordre, sous notre leadership. Aujourd'hui, coincés par les limites géographiques et économiques, ces pays limitrophes cherchent une solution chez nous. C'est à nous de les laisser prendre une solution chez nous ou c'est à nous de leur donner une solution. Dites-moi un peu, M. Kitenge, vous, dans votre approche à vous, comment est-ce que vous prenez les choses quand on considère que vous êtes stratégiste, stratège? Comment vous prenez les choses quand vous voulez proposer une solution, une démarche pour dénouer un conflit? Lorsque vous approchez une situation en situation de crise, comme on l'appelle, il y a deux axes. Le premier axe, ce sont les réponses généralement cosmétiques et rapides. Ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les
petites choses qu'il faut faire pour diminuer le degré de frustration et permettre aux gens de s'asseoir autour d'une table pour regarder le deuxième volet, qui sont les choses stratégiques, les choses qui s'inscrivent dans le temps. Et dans la situation actuelle, qui est frustré? Dans la situation actuelle, Oui. Tout le monde le sait, ce n'est un secret pour personne, le pillage des minerais en République démocratique du Congo dans la partie Est est la cause réelle de toute cette turbulence politique et militaire. Excusez-moi, on pourra sûrement y revenir, mais je rentre encore vers le sénateur pour essayer de prendre aussi avec lui. Quand, par exemple, la guerre commence en 1996, vous y voyez aussi une démarche pour s'accaparer des ressources naturelles de la République démocratique du Congo? Écoutez, je considérais que le volet économique est un des aspects du problème. Mais, à mon avis, la cause originelle du conflit, c'est un problème sécuritaire pour le Rwanda. Ça, il faut vraiment que je le dise très clairement. Et ce qui correspond à une stratégie de conservation du pouvoir à Kigali. Il faut bien comprendre. Parce que, comme d'habitude, à chaque fois qu'on se sent insécurisé à l'intérieur du pays, on voudrait mobiliser la nation pour conjurer un danger extérieur. Et le danger pour Kigali, qui l'entretient, c'est la République démocratique du Congo. Et encore une fois, cette présence de FDLR, à l'époque c'était des Interamwe, qui opèrent chez nous et qui menaceraient Kigali, parce que Kigali considère que les FDLR veulent terminer le travail commencé. Et puis en plus, et ça aussi il faut quand même le rappeler, on voudrait entretenir à l'extérieur du pays la menace qui serait dirigée contre la communauté congolaise d'origine Tutsi en République démocratique du Congo. Et là, ce sont les deux prétextes dont dispose Kigali actuellement, hein, et c'est avec ça justement qu'il est en train de sensibiliser la communauté internationale pour justifier ce qu'il considère comme un droit de regard par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est un élément important qu'il faut prendre en considération parce que je suis ici en face d'un stratège. Et tant qu'on n'a pas encore maîtrisé les fondamentaux de la crise, on ne peut pas trouver une solution à cela. Donc pour nous, et même dans la recherche de solutions, parce que, vous savez, les deux prétextes-là, ça a presque été avalisé par la communauté internationale pendant un certain temps. Et maintenant, je crois que ça commence à décliner. Je revois encore à ce niveau. Tout à fait. Le ministre Reinders dit qu'il ne sait pas ce qui se fait au Congo, qu'il ne sait pas ce qui se passe là-bas dans la partie occupée. Tout à fait. Alors, je suis un peu presque tenté à ce niveau comme de me retirer, de vous laisser le plateau pour voir si vous deux, vous pouvez arriver à un point d'accord quelque part pour que je revienne et qu'on sache comment faire avancer les choses. Si c'était à vous d'échanger avec le sénateur Okitundu pour qu'on évolue autrement, comment vous y prendrez? Moi, je suis plus là, vous êtes, vous le stratégiste et lui, le politique, ancien ministre des Affaires étrangères. Le sénateur dit quelque chose de fondamentalement vrai. Son analyse est correcte. Il reste que tout ça commence en 1994, 18 ans après. De quoi se nourrissent les FDLR pour rester dangereux pour le Rwanda? Toute la question est économique. Les FDLR procèdent au pillage. Nous laissons les FDLR se nourrir, tuer nos populations, s'acheter des armes, tirer, s'organiser sur notre territoire. Mais en fait, il faut savoir que c'est des opérations sérieuses, organisées, qui touchent à l'exportation. Par quelle voie les FDLR, aujourd'hui, exportent leurs minéraux? La réponse est claire, c'est par le Rwanda. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un axe économique entre ces frères ennemis qui sont impliqués dans l'exploitation au Congo. Deuxième chose. C'est à M. Okitundu que vous parlez. Très bien. Deuxième chose, il faut quand même se rendre compte, à l'évidence, que l'indiscipline notoire qui s'est installée dans le secteur fait qu'aujourd'hui, on retrouve, y compris dans nos propres rangs, des gens qui ont des intérêts croisés dans l'exploitation minière.
Ce désordre faisant, il devient difficile de remettre de l'ordre, y compris pour certaines personnes qui sont assises avec nous dans notre propre pays. Il s'est tissé des alliances contre nature, justifiées simplement par l'argent. Ça affaiblit la capacité de mobilisation interne, ça affaiblit la capacité de discussion avec les partenaires, et je parle ici du Rwanda, parce que la question devient honteuse et on ne peut pas en parler régulièrement. Et de ce point de vue, je pense qu'aujourd'hui, on a fait tellement de mal à notre population. Quand on vous donne les chiffres des personnes qui sont mortes de manière directe ou indirecte liées à cette crise, on est entre 4 et 5 millions de personnes. Nous ne pouvons plus continuer. Il faut s'arrêter. Et je pense que les politiques ont une responsabilité importante. Voilà, je peux peut-être prendre les choses de cette manière-là, mais si on prenait M. Okitundu comme l'institution qu'on peut considérer comme malade, est-ce que vous pensez que votre maladie est bien diagnostiquée, prise de cette manière-là? Non. Ce qu'il décrit par rapport à l'exploitation de nos ressources, parce que notamment par la démarche est d'arriver à proposer une stratégie, oui, oui. à proposer une approche pour s'en sortir. Mais ce n'est pas des raisons économiques qui ont amené le FDLR en République démocratique du Congo. Ce sont les raisons économiques qui les y maintiennent. Voilà. Vous voyez, ça c'est une autre manière de voir les choses. Qui les y maintiennent, mais pour des raisons politiques. Je suis d'accord avec vous. Pour exister, parce qu'est-ce que veut le FDLR? C'est de repartir dans leur pays et éventuellement reprendre le pouvoir. Et pour reprendre le pouvoir, il leur faut des ressources. Et la seule manière d'avoir des ressources, c'est effectivement profiter de la situation, de rendre des situations qu'ils bénéficient pour s'entretenir. Hein? On pourra émettre le jugement sur le bien fondé de leur démarche. Ça, c'est un autre aspect. Mais c'est cela. C'est pour cela que la cause première, c'est la situation au Rwanda. Je pense que tant que... moi, il ne m'appartient pas de porter un jugement de valeur sur ce qui passe à Kigali. Ce n'est pas notre problème. La République démocratique du Congo n'a pas à faire changer les choses à Kigali. Ce n'est pas notre problème. Mais dès lors que le gouvernement, la nature du pouvoir au Rwanda est exclusive, inévitablement, vous sécrétez une opposition. Et cette opposition, d'ailleurs, qui ne peut pas s'exercer dans le même pays, alors la République démocratique du Congo est considérée comme une terre naturelle pour ces gens, de venir prospérer comme dans une base arrière en vue d'atteindre certains objectifs. C'est pour cela que je dis que nous devons prendre cela au sérieux, surtout si maintenant nous voulons agir sur le plan diplomatique. Il faut d'abord comprendre pour quelles raisons Kigali s'intéresse à la République démocratique du Congo. Et moi, j'estime qu'il y a d'abord la nature du pouvoir. Oui. Et il y a le fait que la nature du pouvoir oblige les opposants à s'organiser d'une certaine manière pour revenir à Kigali. Et c'est cela qui fait que, à partir du moment où la question du génocide est une question qui a bouleversé le monde entier, qui a en tout cas frappé les consciences, parce qu'il ne faut pas oublier que ces génocides s'est déroulé dans l'indifférence générale. Et puis la communauté internationale a mauvaise conscience, et Kigali a voulu capitaliser cette mauvaise conscience de la communauté internationale. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, ils brandissent le spectre de l'insécurité que fait courir la présence des FDLR dans notre pays. Est-ce que, M. Kitenge, pour vous reprendre autrement, quand vous parliez comment est-ce qu'on peut dire encore, de Congolais, de nationaux qui sont aussi impliqués dans ce qu'il y a, est-ce que c'est une autre façon de dire qu'à certains niveaux, il y a des complicités internes? Ce n'est pas moi qui le dis. Ça apparaît dans des rapports officiels, y compris des rapports nationaux et internationaux. Mais qu'à cela ne tienne, ça ne provoque qu'une chose, une certaine indiscipline qui nous empêche de nous mobiliser. Aujourd'hui, par exemple, lorsque on dit que le M23 occupe une partie de la République, on donne des chiffres.
Ils ne sont pas 10 000, ces gens. Ils ne sont pas 100 000. Ils ne sont pas 200 000. Qu'est-ce qui explique notre incapacité à les débouter? C'est comme si on avait renvoyé la question, sénateur. Si je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque les FDLR constituent le prétexte que utilise Kigali, pour trouver la réponse à l'insécurité que fait courir le FDLR, eh bien, Kigali a généré le M23 en République démocratique du Congo. Et le M23 pour Kigali, c'est un bras séculier pour, d'après le président Kagame, empêcher le FDLR de revenir au Rwanda pour finir le travail qu'ils ont commencé. C'est comme ça qu'ils interprètent les choses. Et en même temps, le M23 est chargé, à tort ou à raison, de la protection de la communauté tutsi qui est censée menacer à l'intérieur de notre pays. Il faut que vraiment les gens comprennent cela. Est-ce que le M23 c'est un peu comme ce qu'était l'AFDL, le RCD? Bon, effectivement, parce que pour Kigali, et d'ailleurs pour une grande partie des extrémistes de la communauté tutsi, ils estiment qu'ils ne peuvent être protégés que par les leurs. C'est pour cette raison que vous voyez, à chaque fois qu'il y a eu ce brassage au niveau de l'armée congolaise, les militaires d'origine tutsi ont toujours refusé d'être délocalisés. Ils veulent à tout prix rester dans la province du Kivu, dans sa globalité. Les militaires Voilà. des Tutsis, ça veut dire un peu leur parrain, c'est-à-dire le Rwanda. C'est un peu comme ça qu'il faut dire les choses. Non, c'est-à-dire les militaires tutsis congolais. Oui, ils ont refusé. Ça veut dire que c'est Kigali qui a refusé. Oui. Parce qu'il sera plus sécurisé par cela. Tout à fait. Parce qu'ils se sentent mieux sécurisés que par les leurs. Est-ce que ça veut dire, M. Kitenge, que le Congo est devenu trop faible? Ça veut dire que nous avons une nation dans une nation. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Mais que faire et je voudrais vous dire encore une fois, et je voudrais le répéter à l'intention du sénateur, une guerre se nourrit d'argent. Le Rwanda, en tant que pays, n'a pas les moyens de soutenir une guerre au Congo. D'où vient l'argent auquel s'intéresse tant le Rwanda pour être en mesure de soutenir de manière qui dépasse les capacités du Congo des mouvements à répétition. C'est des questions qu'il faut se poser. Mais vous et y si avez on désire réfléchi. agir, il faut agir à la source. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le président américain, avec le Sénat américain, ils mettent en place un certain nombre de réglementations pour essayer de mettre un frein à l'exportation des minerais qui viennent des zones troubles. Et vous savez, les premiers qui se plaignent, ils ne sont pas rwandais, ils sont congolais. Et ça, c'est une question qu'il faut se poser. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, le désordre et l'indiscipline se sont installés, ça nous démobilise. Identifiez bien les gens qui se plaignent du simple fait qu'on essaie de toucher à la cause, à la racine, à la source qui alimente ces guerres. Imaginez bien ces personnes, regardez bien ces personnes et vous allez vous rendre compte que la cause est à ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a une amalgame sérieuse entre le Rwanda, les Tutsis d'origine congolaise qui sont en connivence avec le Rwanda et les Congolais qui sont en connivence avec les Tutsis rwandais ou les Tutsis congolais qui sont en connivence avec le Rwanda. Et je crois qu'à un moment donné, à un autre, il faut faire une véritable chirurgie de la situation sociale, comprendre les causes fondamentales. Et je peux vous dire quelque chose qui est assez choquant, c'est l'indiscipline. Nous sommes terriblement indisciplinés de ce point de vue. Et pour ça, je pense que les autorités politiques ont l'obligation de faire ce que les Anglais appellent et disent « truth-based leadership ». On doit faire un leadership de la vérité. Oui. Il faut dire aux gens ce qu'il en est, à un moment donné ou à un autre. Oui, dire aux gens ce qu'il en est, à un moment ou à un autre, comme vous le suggérez, mais quoi de cette mobilisation générale dont il devrait être question et dont on parle de plus en plus sans qu'on ne réalise que ça se tient quelque part? On ne peut se mobiliser qu'autour d'un concept, au-delà des individus. On ne peut se mobiliser qu'autour de quelque chose dont on a la même interprétation. C'est pour ça que je dis, il est important et il est critique que l'on dise toute la vérité aux gens. Par exemple, mais maintenant, il est inacceptable que certaines personnes, tout ministre d'État ou tout ministre de leur État en fonction,
aient des activités complètement illégales et des activités économiques. Et tout le monde le sait. Oui, ça peut et qu'on ne le dise pas, qu'on ne les immobilise pas, permet que d'autres personnes pensent qu'elles peuvent faire exactement la même chose. Un jour ou un autre, au nom de nos millions de personnes qui sont mortes, il faudra stopper cette affaire. Oui, mais ça veut dire que maintenant, nous sommes en guerre. Mais se mobiliser autour de quoi et de quelle manière pour mettre un terme à la guerre? Tout doit être mis en œuvre pour éradiquer le phénomène FDLR. Ça, c'est extrêmement important. Et ici, il faut aussi l'appui de la communauté internationale. Les FDLR, comme pour dire Force démocratique pour la libération du Absolument. Rwanda, et qui sont là depuis 1994, c'est-à-dire depuis 18 ans. Il est inacceptable que les étrangers utilisent notre pays comme base arrière pour des objectifs qui ne nous concernent pas, c'est-à-dire des objectifs, par exemple, celui de reprendre le pouvoir à Kigali. À partir de la République démocratique du Congo, on ne peut en aucun cas accepter. Donc tout doit être mis pour éradiquer le phénomène FDLR, parce que c'est ça qui donne le prétexte à Kigali. Et quand Kigali fait brandir ce prétexte, il a l'appui de la communauté internationale, vu ce qui constitue actuellement le FDLR ont commis au Rwanda. Première chose. La deuxième chose, même si cette peur est irrationnelle, nous devons rassurer nos compatriotes qui sont d'origine Tutsi. Il faut que, et même les extrémistes du Kivu doivent comprendre qu'il y a des personnes d'origine Tutsi qui sont foncièrement congolaises. Et par conséquent, il faut reconnaître leur citoyenneté. Et ces citoyens doivent être protégés par la République, par les institutions de la République. Et s'il y a des problèmes, il ne faut pas qu'ils cherchent l'appui ou la protection ni à l'extérieur, ni à ceux qui se prétendent, s'autoproclament comme des protecteurs de la communauté Tutsi dans la province du Kivu. Ce sont les institutions de la République qui doivent assurer cette protection-là. Mais pris de cette manière. Parce que si ces deux questions sont réglées, nous allons retirer tout prétexte à Kigali, et en ce moment-là, davantage que maintenant. Kigali sera isolé sur le plan diplomatique parce qu'il ne trouvera plus dans la République démocratique du Congo les raisons de l'entretien qu'il fait actuellement dans l'UM23. C'est ça, à mon avis, le grand problème. Alors pour rassurer, tout en prenant en considération tout ce qu'il a dit comme pillage de ressources naturelles, tout, mais moi je pense que ça s'intègre dans une stratégie de Kigali d'ensemble. Parce que d'un côté, effectivement, pour entretenir le M23, il faut de l'argent, il faut des moyens. Alors, ce n'est pas Kigali qui va à chaque fois sortir des moyens. Je crois que Kigali demande aussi au M23 de trouver des moyens en République démocratique du Congo. Et ça ne peut se faire que par le pillage. De la même façon, les Hutus qui sont dans le cadre du FDLR, pour s'entretenir, pour entretenir leur mouvement, ils n'ont pas d'autres moyens parce qu'ils n'ont pas d'appui extérieur. Le seul moyen, c'est de profiter des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Qu'il y ait des complicités sur le plan local, c'est tout à fait évident, mais à mon avis, je crois que le grand problème, aujourd'hui, la cause première du conflit à l'est du pays, c'est la situation au Rwanda et la peur qu'entretient Kigali d'un danger provenant de la République démocratique du Congo. Et que pour conjurer ces dangers, Kigali s'octroie un droit de regard sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est comme ça qu'il faut bien comprendre les choses. Si on veut, il faut bien circonscrire les causes du conflit si on veut trouver des solutions adéquates. Alors, une façon de rassurer Kigali pourrait être, comme on l'a dit, comme l'a souhaité Kigali à un moment, c'est d'autoriser les troupes du Rwanda à venir ici pour essayer de mettre un terme aux velléités qui a dans le chef des FDLR. Mais c'est cela. Et c'est là qu'il faut saluer la proactivité du président de la République. C'est cette opération conjointe. Rappelez-vous, il y avait, je crois que le chef de l'État voulait couper sur le pied de cette opération de Nairobi, parce que le processus de Nairobi est en train de prospérer de manière à nous voir imposer une solution de l'extérieur. Mais le chef de l'État, par sa proactivité, a décidé finalement d'entrer en contact avec Kigali, et pour prouver à Kigali qu'il n'y avait aucune complicité entre la République démocratique du Congo et le FDLR, alors on a organisé cette opération conjointe pour justement traquer le FDLR. De quoi qu'il n'y a pas meilleure preuve
de bonne foi de la part du président de la République qui représente la nation par rapport à Kigali, que cette opération conjointe, parce que là, on a prouvé à la face du monde qu'on ne voulait pas du tout de ce phénomène FDLR, qu'on voulait éradiquer ce phénomène FDLR et entretenir des relations de bon voisinage avec Kigali, quelle que soit la nature du régime de ce pays. Mais quand, pris de l'intérieur, c'est perçu et c'est lu comme une sorte de trahison, comment vous voyez les choses? Pas du Il y a un tout. problème de communication? Il n'y a aucune trahison. Vous savez, je rappelle toujours, c'est Napoléon Le qui Parlement, disait... l'Assemblée nationale... Napoléon disait que la politique extérieure d'un pays, c'est sa géographie. Kigali restera où il est. Le Rwanda restera à la frontière de la République démocratique du Congo. Et nous sommes dans l'obligation d'avoir des bonnes relations, de bon voisinage avec Kigali, quelle que soit la nature du régime à Kigali. Ce que nous refusons, c'est que Kigali s'ingère dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo. C'est cela le véritable problème. Et pour que nous avons, pour différentes raisons, vous savez, même si nous avions une armée aguerrie, franchement, à partir du moment où ce conflit revêt des aspects diplomatiques, je crois qu'il faut nécessairement trouver une solution diplomatique pour plusieurs raisons, parce qu'on risque de tomber dans un piège. Peut-être pour relancer Voilà. l'échange que nous avons ici, je voudrais poser le fait qu'on n'est pas dans un tour de table. Quand vous pensez que vous pouvez prendre la parole, vous y allez. Et je le dis tout aussi bien à vous, à M. Kitenge, qu'au sénateur Okitondo. M. Kitenge. Je voulais simplement insister sur quelque chose. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de lien entre les FDLR qui sont au Congo et le régime au Rwanda. Ce serait une naïveté grave. Mais je reprends. Les FDLR qui sont en République démocratique du Congo, leur statut, c'est lequel? C'est des réfugiés politiques, normalement. Et s'ils sont réfugiés politiques, on a le devoir de les écarter de la frontière, on a le devoir de les identifier, de leur donner un statut. Où sont-ils aujourd'hui, géographiquement parlant? Sont-ils tous à la partie est du pays? La réponse est non. Ils sont sur toute l'étendue de la République, ils ont traversé tout le Kasaï, il y en a même à Brazzaville. À un moment donné, il faut poser les bonnes questions. Les règles du jeu ont terriblement changé entre les causes fondamentales et initiales de la crise et la révolution dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans une question purement et simplement économique. La raison de la dureté de la crise, la raison pour laquelle aujourd'hui on maintient la situation dans laquelle nous sommes, elle est essentiellement économique. Le rapport entre les FDLR et le régime du Rwanda, aujourd'hui, c'est un véritable prétexte. Parce que, je vous le dis encore une fois, les FDLR, là où ils sont pour exporter, ils n'ont pas une deuxième voie, c'est le Rwanda. S'ils exportent, il y a une question qu'il faut se poser. Je vais reprendre les choses autrement pour qu'on essaie de voir avec vous, puisque vous êtes là quand même dès le point de départ, c'est-à-dire 96. Vous êtes déjà avec Laurent Désiré Kabila. Là, vous fonctionnez comme conseiller et même ambassadeur itinérant. En 96, comment la chose est-elle perçue? Quelle est la justification que donnent les Rwandais pour venir au Congo? Très brièvement, pour qu'on y aille vraiment assez rapidement, puisque nous partons de 96. Là, ils disent quoi à Kigali? 96. Parce que nous sommes revenus, nous, dans le cadre de AFDL en 1997. Oui, mais la démarche commence en 96 et en 97. Mais l'entrée des troupes rwandaises, c'est avec l'AFDL en 97. Et là, pour nous, comme je le rappelle souvent, il était question de chasser la dictature de ce pays et de rétablir la démocratie. Et comme je l'ai souvent rappelé, la crise rwandaise est une brèche dans laquelle nous nous sommes engouffrés. C'était la seule possibilité qui restait pour nous, pour chasser la dictature, parce que toute solution politique était bloquée et qu'il fallait trouver une solution militaire. Et là, comme vous avez vu remarquer à travers le monde, je crois que dans beaucoup de révolutions, les révolutions n'ont pu réussir qu'avec les concours d'autres pays ou d'autres mouvements, avec des appuis des pays amis ou avec des gens qui vous sont solidaires. Oui, et nous arrivons en 98, vous dites aux Rwandais, rentrez chez vous. Voilà, parce que la guerre que nous avons menée est une guerre de libération pour chasser la dictature. Et nous avons demandé l'appui des pays amis. Mais une fois que l'objectif a été atteint,
c'est-à-dire la dictature est tombée. Alors à partir de ce moment-là, les troupes qui sont venues à notre secours devraient rentrer dans leur pays ou alors rester encore momentanément le temps de consolider la révolution, mais en respectant les institutions de la République. C'est-à-dire on est là en tant que troupes qui sont venues au secours d'un mouvement de libération, mais en respectant l'autorité en place. Et le grand problème, c'est que voilà, les Rwandais, à un moment donné, voulu se comporter comme en terre conquise. Et vous leur dites non, rentrez chez vous, c'est le Alors, retour, rentrez James chez vous, Kabarebe. voilà. Et quand le sénateur dit en terre conquise, les grandes questions sont économiques. Ils veulent avoir le contrôle sur tous les contrats miniers. Ils veulent avoir le contrôle sur le commerce national et international. Et c'est ça la grande crise. Et tout commence là-bas, avec des véritables questions économiques. Oui, oui. Et là, on dit non, rentrez chez vous, James Kabarebe, c'est parti. Et puis, il y a le RCD Goma. Et c'est une autre façon de dire, bon, non, changeons de formule, c'est plus l'FDL, mais non, c'est le RCD Goma. Non, la différence, c'est cela, il faut faire la part de Le fond choses. est le même, mais c'est le costume qui pas change. du tout, parce que là, c'était une guerre de libération pour chasser la dictature. Alors que, par la suite, c'était une guerre d'agression. Et on a voulu instrumentaliser le RCD. D'ailleurs, l'histoire le prouve maintenant. Depuis le RCD, on est passé au CNDP et puis maintenant, c'est le M23. Alors, c'est cela. Donc là, ce n'est plus l'objectif initial, celui de chasser la dictature, parce qu'il y avait conjonction d'intérêts, c'est ce que souvent je répète, entre le Rwanda et le mouvement de libération que nous étions. Nous voulions chasser la dictature. Ils voulaient empêcher que les interarmées qui sont venus en République démocratique du Congo reviennent au Rwanda pour reprendre le pouvoir. Donc il y avait conjonction d'intérêts, mais il n'y avait pas identité d'intérêt. Oui, là, pas identité d'intérêt, c'est un peu comme si c'est deux objectifs différents. Eux, visant autre chose, en plus de cette particularité économique dont ils commencent à se nourrir, et nous, mouvement de libération nationale, on a chassé Mobutu, et ils se refont à notre visage, ils sont un peu plus malins que nous. C'est un jeu à malin et demi. Je pense qu'il ne faut pas prendre ça pour un jeu. Il y a des millions de personnes qui meurent chaque jour. Il y a des millions de personnes qui sont mortes à ce jour et nous devons prendre ça très au sérieux. Aucune vie humaine supplémentaire ne devrait être sacrifiée. Et dans la situation où nous sommes aujourd'hui, les choses sont tellement graves que nous n'en parlons même pas assez, que nous ne prenons même pas la mesure réelle de la chose. Oui, mais vous faisiez remarquer, vous, que ces M23, ils ne sont même pas à plusieurs milliers, mais qu'on n'arrive pas à y mettre un terme. Mais on va faire comment? Il faut utiliser tous les instruments nécessaires. La première des choses, et les États-Unis nous montrent le signe, c'est de bloquer l'exportation des minéraux qui sont issus des zones troubles. Notre ministre des Mines revient des États-Unis où il essaie de passer le même message. Aujourd'hui, chez nous, en même temps que nous essayons de donner des réponses diplomatiques et politiques, il faut verrouiller la question économique. Lorsque vous verrouillez la question économique, il reste la pression sociale. Il faut avoir une alternative. Il faut ramener ici des opérateurs économiques internationaux qui ont la capacité d'agir et qui peuvent industrialiser la zone Est dans l'exploitation minière, agricole et le reste. Ceci dit, si nous internationalisons la question du développement économique de la partie Est, nous allons de manière automatique instituer une substitution sociale et économique qui va donner une sécurité économique. La seule raison pour laquelle la partie Est est poreuse, c'est qu'il n'y a pas d'activité économique. Les gens dans la pauvreté se font recruter dans le mouvement. Figurez-vous que dans tous ces mouvements, y compris au M23, il y a des Congolais de souche. Simplement parce que c'est des gens sans agenda. C'est des gens pour lesquels l'État n'a pas d'agenda, n'a pas d'offre publique. Ok, parlez un peu autrement pour que même la vendeuse de poissons vous comprenne. Ce qu'il faut faire, c'est internationaliser le développement économique de la partie Est du pays. Dites-le autrement. Ça veut dire qu'il faut attirer et donner de manière rapide et rationnelle l'exploitation de nos minéraux qui est aujourd'hui artisanale à des industriels, sous notre volonté, par une méthode de sélection classique et transparente. À partir de ce moment-là, il sera facile pour nous d'avoir des interlocuteurs que nous contrôlons. Tous les bandits qui utilisent nos minéraux vont disparaître du fait de l'existence de ces exploitants industriels. Laissez-moi vous dire une chose.
à Tenke-Fungurume, il n'y a pas un énergumène qui pourra aller tirer une moindre balle. Alors, ce genre de choses, il faut les dupliquer. De la même manière, nous avons ces ressources minières, de la même manière, nous avons énormément d'espaces cultivables. Et il y a des pays dans le monde aujourd'hui qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de terre à cultiver. Là, et je pense qu'il faut faire ce qu'on appelle des alliances stratégiques, qui nous amènent l'activité économique dont nous avons besoin et dont ces partenaires ont besoin, et qui occupent le terrain et qui contribuent à la sécurité. Je voudrais vous dire que l'économie est très liée à la politique. Très bien. Là, vous dites quelque chose, c'est le dire, mais il faut le faire. Pourquoi ne le fait-on pas, d'après vous? Peut-être que ce n'est pas encore la priorité. Et aujourd'hui, le gouvernement est occupé à répondre aux urgences. C'est ce que je disais tout à l'heure. En même temps qu'on a ce qu'on appelle les quick wins, les différentes solutions immédiates que l'on met en place, il faut avoir une vision stratégique derrière. Parce qu'après la guerre, il faut un plan. Et ça veut dire qu'on n'a pas de vision stratégique. Au jour d'aujourd'hui, il ne me semble pas que nous soyons occupés à projeter le pays dans l'avenir. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes occupés à essayer de donner des réponses aux problèmes qui se posent à nous. Nous nous occupons des conséquences, il faut nous occuper des causes. En même temps qu'on essaie de gérer la crise telle qu'elle est là, dans ses multiples formes, il faut être en mesure de se projeter après la guerre. Aujourd'hui, je disais encore tout à l'heure, si on décide, par exemple, je donne un exemple idiot, si on décide de ne plus laisser le Rwanda et le Burundi acheter l'or du Kivu, nous n'avons pas d'alternative. Si aujourd'hui on stoppe la filière d'exportation du coltan par le Rwanda, nous n'avons pas d'alternative. Nos propres opérateurs économiques vont se retrouver en difficulté. Alors je suis en train de dire qu'il faut penser à mettre un terme à l'exploitation désordonnée qui alimente des filières dangereuses par une exploitation ordonnée, industrielle, avec des intervenants que nous connaissons, que nous identifions. Et ça, aujourd'hui, c'est une urgence. En même temps qu'on donne des réponses diplomatiques et politiques à la question de la gestion de la guerre, en même temps, il faut avoir un plan B qui est le plan de remplacement de la guerre. Après la guerre, il y a l'économie, il y a le social. Voilà, on va dire encore que les Congolais, ils parlent. Mais peut-être que vous, comme vous n'aimez pas le mot « jeu », dites-moi un peu, sénateur, je vais vous reprendre un peu dans vos charges anciennes, ministre des Affaires étrangères. Quand on va dans un endroit comme à New York et que dans les couloirs et dans les contacts, on peut avoir en face de soi François Hollande, ça se prépare, ça. Oui, tout à fait. Il faut un grand travail de lobbying. On n'y a pas pensé quand on a été à New York, d'après vous? Bon, écoutez, moi je ne suis pas aux affaires, donc je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, la conférence de New York, surtout, il y avait deux problèmes importants. Il y avait d'abord la préparation du sommet de la francophonie, parce que tous les chefs d'État et de gouvernement invités au sommet de la francophonie ont été à New York, en tout cas la plupart. Et les francophones, entre eux, ils n'ont pas pu, autour et du Congo ou avec ensuite, François Hollande. Pour la crise avec le Rwanda, la même chose là, tout le monde était là, c'était parce que la plupart des chefs d'État étaient sur place. Donc un travail effectivement de préparation devait se faire avant d'aller en New York. Mais en tout cas, d'après mes renseignements, il semble que beaucoup d'efforts ont été faits dans ce sens. Mais malgré ça, je vais dire, ce qui s'est passé à New York, je le rappelle encore une fois, c'est une étape importante. Parce que là, dans un premier temps, il fallait un débat à bâton rompu avec les représentants de la communauté internationale, chaque parti faisant valoir ses arguments. Et par la suite, si c'est possible, on arrive à trouver un compromis. S'il n'y a aucun compromis qui est trouvé, je crois qu'il ne faut pas le regretter. Je crois que c'est un pas positif, un pas important qui a été accompli, surtout pour la reconnaissance du fait que le M23 est entretenu par Kigali et que le conflit n'était pas aussi interne qu'on voulait le faire croire, mais que ça avait des implications internationales. À partir de ce moment-là, je crois que c'est un élément positif. Alors maintenant, il faut voir la suite. Pour la suite, je crois qu'il y a une opération de sensibilisation de la communauté internationale qui doit s'amplifier. Moi, je pense qu'il faut absolument voir les gouvernements des pays qui comptent dans ce conflit, notamment les 5 permanents du Conseil de sécurité, mais aussi d'autres pays qui ne font pas partie du Conseil de sécurité, mais qui ont un mot à dire par rapport à la gouvernance mondiale.
Alors à ceux-là, il faut absolument aller les contacter parce que il faudrait, à mon avis, mettre un terme au conflit à l'Est le plus rapidement possible. Et vraiment, avec un peu d'effort, l'affaire n'est pas aussi compliquée que cela. Actuellement, on peut se réjouir du fait que les armes se sont tues. C'est déjà un élément important parce que pour les populations civiles, c'est une très bonne chose. Alors, maintenant que les armes se sont tues, j'ai vu aussi que sur le plan diplomatique, il faudrait maintenant qu'on lance des mandats d'arrêt par rapport aux dirigeants de ce mouvement considérés comme négatifs. On ne parle plus de Bosco Ntaganda. Voilà. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres dirigeants du M23 qui doivent être poursuivis pour essayer de phagocyter ce mouvement et faire aussi un appel à nos compatriotes du M23 de déposer les armes et en référer aux institutions de la République et non pas chercher à faire valoir leurs revendications en suscitant des mutineries qui ne servent à rien du tout. Et surtout que maintenant que l'appui du Rwanda est confirmé par la communauté internationale, je pense qu'ils sont de plus en plus isolés. Je crois qu'ils sont en train de compter leurs jours. Mais par la suite, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il faut mener ces deux combats de manière simultanée. Non seulement on fait un grand travail pour isoler de plus en plus le M23 et obtenir de la communauté internationale que des pressions soient faites sur Kigali pour qu'aucun appui ne soit apporté à ce moment, mais en même temps, il faut une véritable stratégie d'éradication de FDLR. Parce que, vous savez, irrationnellement, Kigali bénéficie d'une certaine complaisance de la communauté internationale par rapport à ce qu'ils ont vécu. Cette mauvaise conscience de la communauté internationale continue, même si pour l'instant, beaucoup de membres de la communauté internationale commencent à être désillusionnés par le mensonge de Kigali. Je crois que monter restera quelque chose. Je crois que nous sommes à ces niveaux-là. Et c'est pour cela que la question diplomatique reste la question d'actualité pour le gouvernement de la République. Il ne faut pas qu'on baisse les bras parce que c'est une épine que nous avons à l'est du pays par rapport à cette question de FDLR et cette épine, il faut la retirer le plus rapidement possible. Oui, là, moi je vous comprends très bien quand vous, dès le départ d'entrée de jeu, vous avez dit l'approche militaire, on ne saura pas comment y aller, il faut s'engager sur la voie diplomatique. Absolument. Mais celle-ci, telle qu'elle se présente, c'est de plus en plus du long terme, peut-être du très long terme même, parce que ça ne dépend pas, donc pris de cette manière-là, ça peut faire dire que ça ne dépend pas seulement de nous, mais ça dépend de la mobilisation que nous saurons mettre sur pied par rapport à la communauté internationale. Mais pourquoi? Vu de l'intérieur, qu'est-ce qui peut être fait avec les Congolais, puisqu'on a parlé de mobilisation? Qui mobiliser à partir du moment où, de l'intérieur, les lignes ne sont pas tellement droites? Je pense que je peux faire une contribution à ce stade. Le premier problème, et le sénateur a raison de le dire, c'est les FDLR. Mais quel est le statut des FDLR? Ils sont censés être des réfugiés. À partir du moment où ils sont censés être des réfugiés, il y a le HCR, qui est une institution internationale qui s'occupe de ça, qui a des budgets pour ça. Nous devons nous doter d'un plan de gestion des FDLR. Vous entendez encore parler du HCR depuis qu'on continue à parler de la présence? Parce que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire. Nous avons pensé que nous pouvions les contrôler tout seuls et nous nous sommes rendus compte qu'ils ont une puissance de feu qui dépasse notre capacité de contrôle. Aujourd'hui, les FDLR, ils ne nous respectent même pas, ils font ce qu'ils veulent, ils tuent nos citoyens. Ça veut dire que nous sommes devenus de plus en plus faibles. C'est une question internationale. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où le statut de ces personnes est un statut de réfugiés... Oui, mais quelle intelligence mettre en pratique pour arriver à s'en sortir? D'abord en regardant les choses de l'intérieur. Il faut une capacité militaire et elle a aujourd'hui deux composantes, c'est la composante interne et la composante internationale. Lorsqu'il s'agit de maîtriser les FDLR, les identifier et les mettre en cantonnement bien circonscrit. Aujourd'hui, c'est une contrainte, mais il reste quelque chose d'autre. Mais ces capacités militaires, c'est aussi du long terme, ça. On risque d'attendre trop longtemps. Oh non, si aujourd'hui on en fait un agenda sérieux, même la MONUSCO peut se mobiliser pour ça. Il faudrait que ce soit un agenda clair. Mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui exigent de plus en plus un consensus interne, un débat donc interne, sénateur ou à vous? Toutes les questions sont sujets à débat. Je pense que le peuple qui ne se parle pas à lui-même est un peuple malade.
Je pense simplement qu'il est important que pour les questions fondamentales, nous ayons la culture du débat, dans le respect, dans l'éthique. Et lorsqu'il s'agit des questions nationales, je crois que l'intérêt peut se dégager très rapidement. Oui, mais on ne doit pas avoir qui pourra-t-on mettre en présence? Puisque apparemment là, on tourne autour du pot, on évite la a les gens question, qui ont la charge, dans les yeux. on a des gens qui ont la charge de l'État au quotidien. Comme M. Okitundu, le sénateur, par exemple. C'est le gouvernement et, oui. et les deux chambres du Parlement et les autres institutions. Mais il y a également la société civile, il y a également les autres partis politiques qui ne sont pas aujourd'hui en charge des affaires de l'État. Je pense que des cadres de concertation et de discussion doivent être possibles. Il s'agit des Congolais. Si nous pouvons parler avec les Rwandais, pourquoi nous ne pouvons pas parler entre nous? Très bien. Sénateur, pourquoi nous ne pouvons pas parler entre nous? Est-ce qu'après New York, on peut s'attendre à ce qu'on se ressaisisse, on dise, bon, maintenant, regardons-nous dans les yeux, parlons entre nous? Parler avec Est-ce que vous n'avez pas aussi comme impression qu'on tourne autour du pot? Non, on ne tourne pas autour du pot. On l'a rappelé tout à l'heure. Vous savez, même cette question du FDLR, à partir du moment où ils prennent des armes... Ce qu'ils disent union sacrée, c'est oui, des tout à fait. rêveurs, c'est des... C'est pour aussi rebondir par rapport à ce que Frère Kitenge a dit. C'est-à-dire, à partir du moment où le FDLR prend les armes, à partir de ce moment-là, ils ne sont plus considérés comme réfugiés, parce qu'ils violent la Convention de 51 sur le statut de réfugié. Et là, nous sommes peut-être liés par d'autres conventions par rapport au principe du non-refoulement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les renvoyer dans un pays où ils risquent de torturer ou subir d'autres traitements inhumains et dégradants. Mais ils ne peuvent plus être considérés comme réfugiés. Le HR ne peut pas gérer des gens qui ont pris des armes. Si vous prenez des armes, vous n'êtes plus, vous ne dépendez plus du mandat du HR. Oui. Donc il y a un sérieux problème. C'est pour ça qu'il faut traiter ces gens comme des véritables brigands, comme aussi une force négative, au même titre que le M23. Il faut éradiquer ce mouvement. Et là, comme il l'a dit très clairement, effectivement, ces gens se nourrissent de nos ressources avec certaines complicités. Il faut identifier ces complicités-là et en tout cas les sanctionner le plus sévèrement possible. Donc, parce que je vous assure, cette question du FDLR, il faut la régler le plus rapidement possible. D'ailleurs, c'est ce qui a justifié. Bon, mais qui doit la régler? Qui doit régler ce problème? Il a le gouvernement de la République, mais aussi avec l'appui de la communauté internationale, parce qu'il a affaire à une dimension internationale. Donc, avec l'appui de la communauté internationale. Et puis, la situation en République démocratique du Congo a toujours été considérée comme menaçant la paix et la sécurité internationale. C'est pour ça que la MONUSCO est là. Qu'est-ce que vous voulez dire, menaçant la sécurité internationale? Oui, parce que l'instabilité de la République démocratique du Congo avec sa position géostratégique, et la stabilité du Congo concourt à la stabilité mondiale. Nous sommes incapables d'organiser une autre opération licorne, par exemple? Si, mais justement, il faut mener des réflexions dans ce sens, comme ce qu'on a fait dans la province orientale. Il faut à tout prix mener une opération qui soit décisive en matière d'éradication du FDLR. Oui, mais ce qui est très beau, c'est quand on dit toujours « il faut », mais on va faire quand? Ok, mais tout à fait. Mais ça, écoutez, moi je ne suis pas au gouvernement, donc pour l'instant, ce sont des analyses que nous faisons et des propositions que nous faisons pour régler le conflit. Oui, mais la solution qui pourrait venir de vous ne sera pas magique quand vous arrivez au gouvernement. Exactement, on va le faire. Mais en même temps, il y a ces deux épines-là. Il faut rassurer nos compatriotes d'origine Tutsi. Et le gouvernement doit prendre les engagements sérieux par rapport à ça, les rassurer que si ils se sentent menacés, c'est le gouvernement qui est dans l'obligation d'assurer leur protection et il ne doit pas renvoyer leur protection aux extrémistes Tutsis ou même à Kigali. Ça, c'est vraiment important de le dire. Oui, mais on les a quand même rassurés. Il n'y a plus d'attaques qui soient parties de la RDC vers le Rwanda depuis plus de 14 ans. Depuis que l'AFDEL est arrivé, il n'y a jamais eu d'attaque qui soit partie de la RDC vers le Rwanda. Ça, c'est vrai. C'est aussi un argument important, c'est-à-dire jusqu'à présent, les FDL n'ont pas encore menacé le Rwanda, parce qu'il n'y a eu aucune opération provenant de la République démocratique du Congo à l'intérieur du Rwanda. Au contraire, ce sont les populations congolaises qui sont victimes du FDLR. Mais attendez un peu, M. Kitenge, le FDLR est en affaire avec le Rwanda. Je ne cesse de le dire depuis le départ. C'est pour ça qu'ils ont une paix de braves. C'est pour ça que le FDLR n'a jamais fait la moindre attaque sur le gouvernement et le régime rwandais. Très bien, M. Kitenge, moi je voudrais répondre à une question que vous avez posée au sénateur. Allez-y. Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Nous sommes dans une phase importante de la prise en charge de l'étendue de la République en matière de gestion publique. Il faut décentraliser,
il faut terminer le découpage, il faut renvoyer la gestion au quotidien le plus près possible des citoyens. Aujourd'hui, la seule raison qui justifie que les rébellions naissent comme des bourgeons dans la forêt, c'est que simplement, c'est très facile de recruter. Quelques boîtes de conserve, quelques armes même en état de désuétude suffisent pour être en mesure de faire une armée et de déclarer un groupe armé militaire et être en mesure de se faire entendre. Très bien. Moi, je vais vous laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Dire, par exemple, ceci, M. Kitenge. Il faut rassurer Kigali. Il faut qu'il soit sûr il faut déjà rassurer les Congolais. Oui, rassurer les Congolais au moment où, par exemple, Roger Lumbala est en cavale de Kigali, Bujumbura, Paris, au moment où Moussa Nyamwisi ne sait pas rentrer au pays, on ne sait même pas où il est. Je ne sais pas, vous qui êtes aussi, je crois, une sorte de confraternité dans l'ancien ministre des Affaires étrangères, peut-être que vous pouvez savoir où il est. Et ce genre de personnes, on ne peut pas les rassurer. Comment faire avec eux pour arriver à cette sorte d'union sacrée dont les gens parlent? C'est des vœux pieux, c'est de la rêverie, c'est de l'utopie, c'est quoi? Je voulais terminer ce que je disais tout à l'heure en disant la décentralisation, le découpage du territoire national qui est consacré par la Constitution sont là une opportunité pour partager le pouvoir. Voilà, on n'y est pas arrivé. Déjà, il y a M. Congo qui parle de fédéralisme. Laissez-moi terminer. Ce que j'ai envie de vous dire en ce moment, c'est qu'en ce moment-là, il sera possible de voir la capacité réelle des gens si on leur transfère le pouvoir et la capacité d'agir. Aujourd'hui, tout le monde a tendance à aller au gouvernement central, tout le monde a tendance à aller au Parlement central, national, pour simplement une raison, c'est que le vrai pouvoir, il n'est que là. Si on décentralise effectivement le pouvoir, les gens vont le prendre à la base. Bon, très peu de mots. Pourquoi on n'a pas décentralisé? C'est constitutionnel quand même, ça. C'est juste une petite virgule pour rentrer sur ce qui nous préoccupe ici. Je crois qu'on a débattu de cette question au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. La décentralisation a aussi un coût. Il ne faut pas le négliger. Et actuellement, il y a beaucoup de provinces qui ne sont pas du tout viables financièrement. Oui, mais l'immobilisation, ou l'immobilisme plutôt, a un coût supérieur à celui de la décentralisation. Bon, on le fera peut-être. Je voudrais revenir ici sur quelque chose d'extrêmement important. Le territoire national n'est pas généralement administré. Et il est important de se rendre compte que chaque fois qu'il y a un mouvement rebelle qui naît, il naît à un point dont le nom est entendu au moment de cette rébellion. Est-ce que nous sommes une nation qui veut faire connaître la géographie à ses propres enfants à la faveur des rébellions? La réponse est non. Nous devons prendre en charge le territoire. Nous devons l'administrer au coût que cela demande. Il faut savoir que dans l'immobilisme, il n'y a pas de solution. Il faut essayer autre chose. Il faut changer. Il faut aller vers la gestion de proximité. Cela a un coût, c'est ce qu'on appelle un kickstart, c'est-à-dire un coup de départ. Après, ça s'enchaîne. Et c'est important de le savoir. Oui, mais la diplomatie dont on parle, celle qui est en train de s'ébranler vers New York, vers les différents pays du monde, ça, c'est quand même pas de l'immobilisme. Je parle de la gestion du territoire national, cher ami. Je suis en train de dire que tant que on va entendre parler de Kanyabayonga pour la première fois parce qu'il y a un groupe rebelle qui s'y est installé, ça pose problème. Ça veut dire qu'en fait, les gens qui sont à Kanyabayonga n'ont jamais été dans l'agenda du pays. Il n'y a aucune offre publique à ces gens-là. Oui, mais et ces gens-là ne contribuent donc pas à l'économie du pays. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est qu'il faudrait décentraliser effectivement et donner les moyens de se prendre en charge localement pour qu'on puisse participer à une grande nation. Nous sommes un pays de 2 345 000 km², soit à peu près 4 fois et demi la France. Avec un budget de 7 milliards de dollars, nous ne pouvons pas gérer ce pays. Avec 80% de l'activité économique qui se passe dans l'informel, l'État ne peut pas être fort, ne peut pas avoir les moyens d'avoir une police, une administration et une armée qui sécurisent le pays. Ça, c'est la vraie question. Très bien. Mais c'est peut-être, ça va encore nous ramener à la hiérarchisation des priorités dont vous parliez dès le départ et qui nous oblige à voir peut-être d'abord qu'est-ce qu'il y a de plus urgent à faire. Non. Bon. On pourra peut-être y revenir, ça pourra faire l'objet d'un très grand échange et d'un tout autre débat, mais je voudrais que nous commencions à essayer de voir comment faire les choses à l'interne. C'est une question que j'avais posée ici et à laquelle je n'ai pas encore eu de réponse. Sénateur, union sacrée dont parlent les gens, c'est l'utopie, c'est le rêve, c'est irréaliste, c'est comment? Je veux dire, si on parle de l'union sacrée, c'est peut-être par rapport à un danger extérieur. Et les dangers externes aujourd'hui, c'est l'agression prouvée à l'est de la République démocratique du Congo, qui passe par cet appui
de Kigali à un mouvement qui s'est mutiné. Hein. C'est par rapport à ça qu'on demande l'union sacrée pour que tout le monde condamne effectivement cette agression. Et parce que plus on est unis, plus effectivement on est fort pour affronter cette agression qui ne dit pas son nom. Est-ce que d'après vous, le président peut prendre ce courage de dire venez tous, remettons-nous là, parlons entre nous? Non, mais écoutez, le grand problème c'est que il ne faut pas qu'on se trompe des républiques. Je crois qu'il y a une représentation nationale dans ce pays. Oui, mais quand la République est malade, on fait quoi? Écoutez, on est d'accord, mais dans un premier temps, le débat doit avoir lieu dans l'organe qui est censé représenter la nation. Et alors après, s'il y a nécessité d'associer beaucoup de gens, il n'y a aucun problème. Mais il y a un gouvernement de la République, et puis il y a le Parlement qui représente la nation. Donc le débat aura lieu dans ces organes. Peut-être un complément, c'est qu'il ne faut pas attendre que la République parle d'une voix. Ce n'est même pas nécessairement stratégiquement viable. Aujourd'hui, la République parle par ses voix officielles. Il y a la confession religieuse catholique qui est dans un mouvement. La société civile doit se mobiliser. Aujourd'hui, je pense que l'entente n'est pas autour du fait qu'il faille qu'on organise un gouvernement ou que ce n'est pas le plus important, c'est que les gens mobilisent dans leur tête l'énergie nécessaire pour identifier l'ennemi, le vrai, être à mesure de gérer la question en toute transparence et en toute responsabilité. Et je pense que le devoir des officiels aujourd'hui, c'est de minute par minute rendre compte à la nation. Voilà, minute par minute, rendre compte à la nation. Il y a les confessions religieuses dont vous parliez. Par exemple, en leur sein, le cardinal Moussengo, qui a un discours qui est très différent et qui, par exemple, ne voulait pas, semble-t-il, que François Hollande vienne à Kinshasa. Et pour ces autres Congolais qui ne sont pas dans les institutions, il sera question de revoir comment parler de la reconfiguration de la CENI, parce que ça a été un des problèmes qui divise les Congolais jusqu'à ce niveau-là. Comment s'en sortir pour limiter les dégâts? Monsieur le sénateur. Oui, mais là, encore une fois, le problème doit être réglé par les institutions de la République. Je pense qu'il n'y a pas meilleure démonstration que ce débat sur la CENI. Je pense que le président de la République lui-même a été proactif après les élections de 2011. Il a lui-même reconnu qu'il y avait des erreurs qui ont été commises, simplement par rapport aux résultats. Je crois que l'ordre d'arrivée n'aurait pas du tout changé, ou été changé, malgré les erreurs qui ont été commises. Mais il faut, à partir du moment où les erreurs ont été commises, il faut apporter des corrections. Alors la correction, c'est justement cela. Après tous les débats qu'il y a eu au sein dans le pays, et même avec toutes les recommandations qui ont été faites par la communauté internationale, vous avez remarqué que les promesses ont été faites de revoir la CENI et le débat a lieu à l'Assemblée nationale. Alors, on va peut-être changer la configuration de la CENI et puis ensuite permettre à ce que nous disposions d'une institution pouvoir organisateur des élections et qui soit crédible face à l'opinion et même par rapport à la communauté nationale. Donc il n'y a pas meilleure démonstration. Donc les institutions de la République fonctionnent, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et puis, moi je pense que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la composante société civile est maintenant prise en considération, par exemple au niveau de la CENI, mais aussi pour la résolution de notre problème. Ce que font les églises et d'autres membres de la société civile par rapport à la mobilisation de la population et à ce qui est union sacrée face à un danger extérieur, je crois que c'est extrêmement important parce que la cohésion nationale, le maintien de l'unité nationale est importante. Alors, qu'il y ait des voix discordantes sur d'autres problèmes, d'accord, mais par rapport à l'identification du danger extérieur, je pense que là, franchement, il faut qu'on soit unis et condamner avec la plus grande sévérité tous ceux qui veulent faire valoir leurs revendications par la voie violente. Ça, c'est intolérable. Pour poser la question autrement, et qui serait un peu plus facile pour que les gens vous relisent autrement et vous comprennent autrement, la reconfiguration de la CENI, pour parler de sa crédibilité que vous évoquiez, vous la voyez toujours crédible avec Ngoï Mulunda à sa tête? Non. Faisons les choses froidement comme ça. Non, et ce qui est certain, c'est que... la question elle est très simple. Ou bien vous dites oui ou bien vous dites non. Non, ça je ne peux pas répondre par oui ou non. Moi, je constate simplement qu'il est aujourd'hui admis qu'il y a eu des problèmes à la CENI. Bon, sinon, il n'y aurait pas eu de débat à l'Assemblée nationale. Okay? Sinon, il n'y aurait pas eu ce projet de loi du gouvernement sur la réforme de la CENI. On a tenu compte de certaines réclamations. On va prendre les mêmes, on va recommencer. Voilà. Donc, non, il n'est pas dit. Hein. Je crois que
l'Assemblée nationale le décidera. Je crois qu'à partir du moment où on revoit la configuration, il se posera une autre question, c'est celle des animateurs de l'institution. Je vais vous redonner la parole pour que vous fermiez les guillemets, mais je voudrais peut-être en moins de 30 secondes que M. Kitenge dise comment les Congolais peuvent se mobiliser pour qu'on arrive à mettre un terme à la crise face à laquelle le pays est confronté. M. Kitenge. Aujourd'hui, ce qui est plus facile, c'est de laisser les affaires courantes de la gestion de la crise aux institutions. Il faut mobiliser les Congolais au travers d'un rêve. Il faut projeter le Congolais au-delà de la crise. Dans 15 ans, dans 30 ans, que sera le Congo? Il faut le dessiner avec précision. Il faut donner des chiffres. Regardez la caméra. Il faut donner des chiffres. Il faut donner des chiffres. Il faut donner un chronogramme. Il faut mobiliser les Congolais, surtout ceux qui ont été oubliés par le passé. Et ça, la décentralisation est une véritable opportunité. Il faut les mobiliser au travers de ce qu'ils vont devenir. Ces enfants qui vivent dans nos villages, sans école viable, sans soins de santé, il faut parler d'eux. Il faut leur dire ce qu'ils seront dans 15 ans. Voilà, et ça, c'est véritablement... 30 secondes, sinon on ne va pas aller vers le développement. Ça, c'est vraiment mobilisateur. Très bien. M. Kitenge, sénateur, je voudrais que vous preniez cette caméra-là droit dans les yeux, comme si vous disiez aux Congolais qu'il y a toujours espoir, nous allons nous en sortir. Dans le court terme, qu'est-ce qui est possible? Je ne voudrais pas conclure sans aborder quand même un aspect, parce que l'occasion faisant le larron, je vais quand même rappeler. Parce que vous savez, dernièrement à New York, j'entends beaucoup de voix s'élever et qui même reprochent au président de la République d'avoir pas cité nommément le Rwanda comme agresseur lors de son allocution depuis la tribune des Nations Unies. Il a même été dit que c'était un discours trop timoré. Effectivement. Je dois rappeler à tous ceux qui font ces remarques que le chef de l'État n'est pas allé dans un meeting populaire à New York. Le chef de l'État est allé défendre la République démocratique du Congo dans une enceinte diplomatique. Et dans une enceinte diplomatique, on utilise un langage diplomatique. Il appartient à nous-mêmes ici, députés, sénateurs, d'autres personnalités, de citer très clairement Kigali, mais il ne fallait pas en rajouter. Je crois qu'aujourd'hui, toute la communauté internationale reconnaît que c'est Kigali qui est l'auteur de tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo par l'appui qu'il apporte au M23. Il ne fallait pas en rajouter, il ne fallait pas rompre le fil du dialogue. Parce que si on est en diplomatie, il faut discuter avec son adversaire. Et par conséquent, il faut créer un climat qui puisse permettre qu'il y ait un dialogue avec son adversaire. Parce que c'est avec son adversaire qu'on trouve une solution. Donc qu'on arrête ces récriminations qui sont adressées à l'encontre du chef de l'État. Je crois que le président de la République était dans son rôle de parler un langage diplomatique dans une enceinte diplomatique. Autrement dit, il les a cités sans les nommer. Ben voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, François Hollande, qui a précédé le chef de l'État, a clairement condamné les ingérences extérieures, sans citer Kigali, parce que est-ce qu'il y a un autre pays qui est soupçonné d'aider le M23 si ce n'est Kigali? Donc voilà. Tout le monde a compris. Et aux Nations Unies, je crois que le message était déjà passé. Tous ceux qui étaient là sont bien informés par le secrétariat général des Nations Unies. Donc tout le monde a lu les rapports des experts des Nations Unies concernant l'implication de Kigali dans ce qui se passe à l'est du pays. Donc il ne fallait pas en rajouter. D'ailleurs, la preuve que Kagame ait claqué la porte prouve à suffisance que personne n'ignore aujourd'hui que c'est le Rwanda qui est le M23. Donc je tenais à faire cette mise au point qui est assez importante. Voilà. Alors maintenant, en ce qui concerne le pays, moi je suis tout à fait d'accord avec lui. 30 secondes? Oui, tout à fait. Ce qu'il faut pour l'instant, c'est qu'il y a des problèmes qui se posent dans la République. Les institutions doivent fonctionner pour trouver des solutions à ces problèmes. Mais aujourd'hui, nous nous sommes fixés comme objectif l'émergence de la République démocratique du Congo. Il faut se préparer en conséquence. Et ce qui nécessite qu'on règle d'abord la question du conflit à l'est de la République par rapport aux éléments que nous avons donnés tout à l'heure et rappeler que ce pays, pour qu'il atteigne l'émergence, le volet économique est capital. 7 milliards de dollars de budget de l'État, et quand on parle de 7 milliards, c'est 3,5 milliards en fonds propres. Et même en fonds propres, ce ne sont que des prévisions budgétaires. Et voilà. Souvent, ces budgets n'ont jamais été exécutés, l'autre moitié étant composée de l'aide budgétaire extérieure. Donc c'est intolérable. Par conséquent, il faut à tout prix que notre pays soit attractif aux capitaux extérieurs. Et pour rendre ce pays attractif aux capitaux extérieurs,
moi j'ai dit, le gouvernement de la République aujourd'hui peut n'avoir qu'un seul programme, l'amélioration du climat des affaires. Parce que si dans l'amélioration du climat des affaires est un concept qui est global, et si on arrive à tout faire pour que l'environnement des affaires soit assaini, on va à travers cela régler même la question sociale, parce que beaucoup de gens considèrent que le social est aujourd'hui un problème crucial pour la population congolaise, c'est la revendication principale, mais le gouvernement de la République ne sortira pas l'argent du trésor pour distribuer à tout le monde. C'est en donnant du travail aux gens, et le seul moyen de donner du travail aux gens, c'est faire appel à ceux qui ont de l'argent pour donner du travail aux Congolais, parce que c'est le travail qui génère le salaire, et c'est le salaire qui rend le Congolais autonome. Voilà. Le travail, c'est ce qu'il faut faire. Le travail, c'est ce qu'il faudra encore faire, et c'est toujours le travail. Aussi clair que nous avons parlé de la situation qui prévaut dans la partie est du pays, et que nous avons échangé avec vous, Al Kitenge, stratégiste, président de la Fondation Entreprendre, et Léonard Chivukitundu, sénateur, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien directeur de cabinet du chef de l'État. Aussi vrai, nous mettons un terme à ce programme. Autrement, nous dirons que nous avons fermé les guillemets et que c'est terminé pour ce dimanche. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au revoir.